Donc, c'est parti pour la deuxième partie du Competitive Innovation. C'est un article qui est assez court, parce qu'il a résumé pas mal de choses, il a pris quelques listes en spotlight. On va pas y rester très longtemps, on y va. Bon, hier j'ai parlé du fait qu'il y a trop de Warhammer et beaucoup d'événements. J'ai couvert 6 grands GT, j'ai parlé des Tyrannides, des Eldar et des Tau. Aujourd'hui je vais passer en revue les 5 événements restants, choisir les listes qui me semblent les plus intéressantes et m'y tenir. Avant de me plonger dans le vif du sujet, il est bon de jeter un coup d'œil aux statistiques des événements du week-end dernier. Vous pouvez en trouver d'autres sur le nouveau site 40K Stats. Voici quelques éléments à savoir sur les événements de la semaine dernière et ce qu'ils révèlent sur certaines factions. Tout le monde sait que les Tyrannides écrasent tout en ce moment. Les Tyrannides représentaient 10,4% des joueurs la semaine dernière et ont quand même obtenu un taux de victoire de 65%, avec une perte moyenne au premier tour de 3,2. Les Tyrannides ont représenté 35% de toutes les listes qui ont commencé à 4-0 ou mieux, c'est-à-dire qui ont obtenu un résultat de TIWP. Voilà, c'est Tournament in Winning Position. Voilà, là on va avoir une bonne définition du TIWP. Le concept du TIWP est simple, il mesure la part d'une faction parmi toutes les armées qui obtiennent un résultat de 4-0 ou plus lors d'événements. La plupart des tournois exigent au moins un record parfait pour avoir une chance de remporter les 5 derniers tours. Par conséquent, un record de 4-0 indique qu'une faction est capable d'une performance suffisamment élevée pour potentiellement gagner un événement. Donc, voilà pour le TIWP. Sur les 90 places du top 8 disponibles au GT le week-end dernier, les Tyrannides en ont capturé 30%. Et ils ont pris 36% des places disponibles dans le top 4. Moins sur le radar, les Arlequins. Les Arlequins ont enregistré une moyenne de 59,9% de victoire le week-end dernier, avec une perte moyenne au premier tour de 2,7. Ils ont le deuxième meilleur ratio TIWP du jeu, 2,3, ce qui indique qu'ils se retrouvent en position gagnante 2,3 fois plus souvent qu'ils ne le devraient. Les armées d'Azuriani, en particulier celles qui utilisaient Hail of Doom, sont également un problème. Mais la faction elle-même n'est pas assez profonde au-delà de ses astuces. La liste d'Azuriani représente 5,2% du terrain et ne compte que pour 3,9% des occurrences TIWP. Ils deviendront sans doute un problème si les Tyrannides subissent des nerfs. Mais ils ne sont pas aussi importants du point de vue du pourcentage de victoire. Les Tau sont passés un peu inaperçus depuis leur nerf, mais ils sont partout. Les Tau ont toujours été une armée extrêmement populaire et la faction représente actuellement près de 11% des listes de tournois lors des événements GT. Dans l'ensemble, leur taux de victoire moyen n'est que de 54%, ce qui fait que la faction a obtenu moins de places dans le TIWP qu'elle ne le devrait. Après les Tyrannides, les Tau ont obtenu la plus grande part des places dans le top 8 avec 16%. Donc comme quoi le Tau reste toujours très très bon. Alors on va surfer un peu sur les 5 events et regarder un peu plus en détail, on va dire, les listes qui ont été sélectionnées. Donc pour le Force Valley GT, un tournoi de 30 joueurs, donc assez modeste, 5 rounds, donc c'était en Écosse, en Grande-Bretagne, GB, Great Britain. Donc toutes les listes sur Best Cospering si vous avez un compte premium. Ensuite, donc au niveau du top 4, on a 1, 2, 3 Tyrannides en tout en Léviathan, dont 2 qui occupent la première et deuxième place. Nous avons un Chaos Knight qui occupe la troisième place. Donc la maison c'est RP Trax avec un Chevalier Desecrator, 8 Wardog Tracker et 2 Wardog Exécutionneurs. Matt utilise les Diamonas sur son Desecrator, ce qui est assez cool pour me donner envie de finir de peindre mon Desecrator. Donc voilà, du côté du Shrunken City RTT, donc 28 joueurs en 5 rondes. À Branch West, donc MI, je vois pas ce que c'est. Non, c'est pas Minnesota. Si, peut-être. Je connais pas les États US. Cet événement ne demandait pas aux joueurs de télécharger les listes, ce qui est vraiment nul. Et c'est dommage, parce que j'aurais aimé parler de la liste des Iron Hands. Ah, on a un Iron Hands top 3, effectivement. C'est dommage que le tournoi n'ait pas demandé aux joueurs de télécharger les listes. Ouais, ça me semble être un peu un prérequis de base. Bon, en tout cas, le top 4 est occupé par 2 Tau, un Arlequin, un Iron Hands. Donc le Brenton Weiss, donc joueur Tau qui arrive à la première place, Arlequin en deuxième, Iron Hands en troisième et Tau en quatrième. Pareil, j'aurais bien voulu savoir quel set Tau était arrivé. Ensuite, nous avons l'événement Power Fist and Psyker 2022 Ironman. Donc 28 joueurs, 5 rondes à Ottawa, ON, je sais pas. Toutes les listes, voilà. Donc premier, c'est un Tyrannide en Léviathan avec deux harpies. En deuxième, ça fait très français, François Lalonde. Azuriani, Hail of Doom. Jeremy Atkins en Dark Angel. Jérémy avait étonnamment beaucoup de Ravenwing. On va voir la liste ci-dessous, donc on va les voir, mais ouais, pour une fois, on n'a pas une shit Terminator.
et ça fait du bien, comme quoi on peut ne pas jouer une chier de Terminator. Ensuite on a un taux, et là c'est un 7 taux avec Shadowson et Longstrike. Alors là c'est... Ouais. Ok, alors au niveau de la liste, c'est en partie pour Greg, et en partie parce que c'est tout simplement cool de voir une liste Dark Angel semi-succès, qui n'est pas remplie d'ailes de mort, donc de Deathwing. Pour ce que ça vaut, les Deathwing ont beaucoup des mêmes problèmes que les Terminators de Blightlord. En ce sens qu'ils sont difficiles à tuer mais lents, et ne représentent pas une grande menace du point de vue des dégâts. Jérémy contourne tout cela en choisissant la Ravenwing, beaucoup plus cool. Alors donc on a un talon de master, donc on a un Outrider, hein. Donc en QG on a juste un talon de master, Arbiter Gaze, le Rite of War hein, pour le super OP. Le Ravenwing Apothicaire, Black Knight Bike, ça ok, avec les plasmas, c'est sa bike de base. Il upgrade en super apothicaire, il a mis Seigneur de guerre pour avoir le Selfless Healer, donc pour pouvoir pour 0 PC ranimer une figurine. Ça c'est le stratagème pour mettre un deuxième trait de Seigneur de guerre. Et du coup il met le Brilliant Strategist. Durant votre phase de commandement, sélectionnez une unité amie Dark Angel à 6 pouces de ce seigneur des guerres jusqu'au début de la prochaine phase de commandement. À chaque fois qu'une figurine de cette unité fera des attaques, si vous êtes en doctrine tactique, si la doctrine tactique est activée pour votre armée, alors la doctrine dévastateur est considérée comme étant active. Deuxième point, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, si la doctrine d'assaut est active pour votre armée, alors la doctrine tactique est considérée comme étant active à la place. Donc ça peut être pas mal en fonction du bonus de pénétration d'armure que vous souhaitez. Et donc du coup, Reliquary of the Repentant, ça je crois que c'est du DA. Reliquary of the Repentant, c'est le nerf de l'invulnérable. C'est-à-dire que toutes les invus qui sont de 4+, ou mieux sont nerfs à 5+. Donc ensuite on a Bike Squad, donc on a 3 bikers. Lightning Claw sur le sergent et sinon on est en Chain Sword, une deuxième la même, une troisième là qui est full Chain Sword. Ensuite on a un Land Speeder tout seul avec un Multi-Melta, on a 2 Stormpeeder Hammer Strike. Ensuite on a un Outrider. Alors le Samael à 150 points, c'est quelle version ça? Donc lui, Samael on ne peut le prendre qu'à moto. C'est plus possible de le prendre en Land Speeder. Il a perdu son Speeder? Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon du coup, un Samael, donc ce qui va permettre d'avoir une full reroll des touches sur l'unité Ravenwing. On a 3x3 attack bike avec multi-melta à chaque fois. Et enfin, on a 1, 2, 3 Land Speeder Vengeance. Je vais aller voir ce que ça fait. Je crois que c'est la version, le Land Speeder avec tous les plasmas. Le Dark Shroud, ouais voilà, c'est ça, c'est avec les plasmas. Donc, bon, c'est un bolter lourd, donc il a pris tout nu. Et sinon, c'est Plasma Storm Battery. Donc, il a 2 profils en standard. De toute façon, c'est toujours 36 pouces et lourd 2d3. Mais en standard, c'est force 8, PA-3, dégâts 2. Blast, et en surcharge, c'est force 9, PA-3, dégâts 3. Blast aussi, et à chaque fois qu'un jet de touche non modifié de 1 est fait avec, sur une attaque de cette arme là, du profil surchargé, le porteur subit une blessure mortelle. Il en joue 3, donc potentiellement ça fait 6 des 3 tiers de force 8, PA-3, dégâts 2, donc c'est déjà pas mal. Sachant que de mémoire, ils ont un stratagème, c'est ancienne weapon, un truc comme ça. Weapon from the Dark Age, voilà c'est ça. Utilisez ce stratagème à la phase de tir, quand une unité Dark Angel est sélectionnée pour tirer, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes à plasma des figurines de l'unité dont les figurines de l'unité sont équipées. Donc si on reste dégâts 2, on peut passer dégâts 3, et puis si on veut vraiment mettre un bon coup de boost, on peut surcharger pour être dégâts 3, et puis utiliser le stratagème, bon c'est 2 CP quand même, pour passer dégâts flat 4. Et ce sera qu'une seule unité. En général, on jouait pas mal comment ça s'appelle, d'Inceptor. Ouais, c'est ça, les Inceptor Plasma pour les faire FEP, et puis utiliser le strata. Sinon, il y a aussi le Redemptor, mais bon, c'est que un des 6 tirs, pas non plus fifou. Et bah écoute, GG pour lui d'être arrivé tout de même 3ème sur le tournoi. Ok, Game Night 44 GT, donc 28 joueurs, 5 rondes à Londres. Non, pas à Londres. Ah si, c'est à Londres, mais dans l'Ontario, donc c'est aux US. Donc on a en première place un Harlequin en Light Side Ass avec un trio de Death Jester, d'accord, donc 3 Death Jester, donc il y en a au moins un qui aura le Rift Ghoul, donc pour mettre les mortels sur 4+, pour blesser, en plus des dégâts. En deuxième place, on a un deuxième Harlequin, un Dark Side Ass cette fois-ci, avec pas mal de Skyweaver. On a Scary qui est venu en Drukhari avec la coterie de Moncul, donc l'armée de renom, et on nous dit « Je sais, je vais couvrir cette merde ». Attends, j'ai quand même tout trad. Coterie de l'armée de renom de Monculi, tu sais que je couvre ce coup de merde.
Et en quatrième place, on a un Adepta Sororitas en Bloody Rose. Alors, en plus, ça tombe bien, parce que la vidéo... j'ai fait plus 3 vidéos, je crois. 4, non 3, je crois. Sur justement les armées de renom qui sont sorties dans le Rift War. Et l'armée de renom de Homunculi semble être la plus intéressante des 3 au niveau compétitif. Alors... Notre propre Liam Corod Royle n'était pas très impressionné par la nouvelle armée de renommée Drukhari dans Rift War, et il était difficile de le blâmer. Et voici Skari qui traite cela comme un défi ouvert et les emmène à une fin de 4 victoires, 1 défaite, donc GG à Skari. Bon, Skari est un super joueur. Bataillon Homunculus, Vexator Mask, Alchemical Maelstrom, Calculating Gaze, Rule Through, Fear Strat, ok. L'Homunculus toléré d'ambition, le Shimmer Suprême et le Helmospite. Ensuite, il prend Design Moxite, donc la version upgrade des vracs. 1, 2, 3, 4, 5 vracs, 5 unités de 20 vracs, de 19 vracs, 18, 19, 20, de 20 vracs. Attends, what? 20, 40, 60, 80, 100, 110. Bah ok. Donc on a 110 vracs, et en même temps c'est normal parce que la majorité des stratagèmes demandent à ce que les unités soient bases. Donc en dehors de jouer du grotesque et du vrac, voilà, du grotesque, du vrac, c'est pas les talos qui vont en profiter le mieux. Et justement dans l'article que l'on a lu du coup sur le Rift War, on se rendait compte que la balance datacell qui avait enlevé le mot base aux Talos et aux Chronos affectait pas mal justement la coterie d'Homunculi et encourageait justement à spammer le grotesque et les vracs. En tout cas derrière on a 2 fois 6 mandrakes parce que les mandrakes sont Blade for Hire, donc ils peuvent être intégrés tout comme les incubes. Tout ce qui est Blade for Hire en fait peuvent être intégrés dans cette armée de renom. Donc c'est très bien pour les mandrakes pour aller chercher justement le scoring avec les Nashmoon Data. Parce qu'ils sont 6, donc hop quand ils arrivent, paf ils le valident direct, pas besoin de jeter de dés parce que faut faire 6 ou moins, puisqu'ils sont 6. Donc sur un des 6, c'est auto-win. Ensuite en support, on a 3 Talos avec les 2 Hitlens, donc en dégâts des 3+3, et on a les Ichor Injector, les Talos Gauntlet, ok. La liste de Skari comporte 100 vracs qui sont très résistants grâce à leur 4+ invulnérable dès que l'unité passe en dessous de la moitié de son nombre de figurines de départ. D'où le spam des 20 figurines par unité. Et ils sont soutenus par des grotesques et des mandrakes pour le soutien en mêlée. Je ne suis toujours pas sûr que l'armée of Renan soit bon. Et quand j'ai montré cette liste à James Boone Kelling, il était visiblement en colère, ce qui a été décidé. Mais les gros blobs de vrac étaient jouables au LVO et le sont probablement encore maintenant en partie parce que beaucoup de gros monstres tyrannides et de cibles Eldar sont sensibles au poison à P-1. À ce propos, la liste pourrait avoir du mal à affronter une liste de custodes ou d'armures de mépris, mais avec le boost de durabilité supplémentaire de l'armée of Renan, de l'armée of Renan, elle pourrait être capable de leur survivre tout en les surclassant au niveau primaire. Dans l'ensemble, la liste dispose d'un grand nombre de corps objectifs sécurisés durables pour faire de l'évaluation primaire un cauchemar. Et elle devrait bien réussir à choisir Stronghold, Retrieve Nashmoon Data et To The Last. Alors s'il prend To The Last, ça pourrait être les 2 unités de grotesque et l'unité et celle-ci. Ok. La semaine prochaine, quelqu'un d'autre prend le relais. C'est tout pour les Innovation Competitive de cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine lorsque nous convaincrons un autre pauvre type de prendre la relève et d'écrire Léviathan avec 2 harpies, encore et encore, avec des commentaires sur la façon dont l'un d'eux peut battre l'autre en jouant intelligemment. D'ici là, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@goonhammer.com.